Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Carlos Ominami, bonjour. Bonjour. Tu es économiste chilien, ancien ministre sous Patricio Aylwin de 2000 à 2002 si je ne m'abuse. On revient avec toi pour parler des élections présidentielles chiliennes après le second tour qui s'est passé le 14 décembre 2025 et qui a vu élire José Antonio Kast. Donc c'est un candidat d'extrême droite du Parti républicain, oui. Une extrême droite plutôt classique et qui a su en plus se recentrer par rapport à la candidature de Johannes Kaiser. Donc une droite dure, nostalgique de l'ère Pinochet. Il a remporté le second tour avec 58,2% des voix face à la candidate de la gauche de la coalition Yanet Jara, qui était à 41,8%, oui c'est ça, 42%, hein, oui. C'est quand même vraiment une défaite pour la gauche. Que révèle cette nouvelle élection sur l'état de la société chilienne et sur le jeu des partis? Je te remercie d'abord pour cette possibilité. C'est une question très large. On pourrait avoir toute une émission en parlant sur quels sont les facteurs qui ont été à la base de ces résultats. Mais pour essayer de répondre directement à ta question, je crois qu'on a une société qui a peur et une société qui est un peu enragée. La peur, c'est quelque chose qui a très directement à la montée de la délinquance. C'est pas la montée quantitative de la délinquance. C'est pas qu'il y ait beaucoup plus d'homicides qu'avant. C'est un peu la qualité des délits. C'est le niveau de violence des délits. La délinquance, c'est la thématique qui a vraiment accompagné cette campagne, quoi. Écoute, la campagne, ça a été centré finalement sur deux thématiques. La délinquance et la migration. Et ça, c'est un peu la recette classique de l'extrême droite. Et ça se met très bien en rapport finalement avec une population qui a peur. La population chilienne, c'est au niveau global, c'est une des populations qui a le plus sentiment d'être en danger. Alors, par exemple, c'était courant de demander à une personne, est-ce que vous avez un problème? Est-ce que s'est passé quelque chose? Non, il ne s'est pas passé quelque chose. Est-ce que vous avez peur? Non, j'ai la trouille. Ouais. Donc, et par exemple, et ça c'est très important pour bien comprendre la situation chilienne, c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé dans les milieux populaires. Par exemple, je sais pas, je parlais avec des dames des milieux populaires qui me disaient, on me dit encore, des fois on me dit sénateur, donc j'étais sénateur pendant 16 ans. Me dit, écoutez sénateur, moi à 19h, lorsqu'il y a le coucher de soleil, moi je dois m'enfermer. Parce qu'autrement, j'ai des risques. Et on est enfermé, on voit les narcotrafiquants qu'ils lancent des feux d'artifice pour dire que la drogue est arrivée. Donc, il y a des territoires qui sont vraiment sous contrôle des narcotrafiquants. Donc, et ça, c'était nouveau. C'est quelque chose qui était beaucoup plus connu au Mexique, qui était connu en Colombie. C'est nouveau au Chili. Tu vois qu'il y a cet sentiment de peur, la peur. Et puis d'autre part, il y a une espèce de rage. Du fait que ça, c'est quelque chose qui concerne plus directement le gouvernement Boric. Tu vois que c'est un gouvernement qui a gagné les élections en créant énormément d'expectatives. C'était un jeune qui allait créer une nouvelle forme de gouverner, qu'il allait entamer des réformes profondes. Et finalement, de ce point de vue-là, ce gouvernement a été une grande déception. Oui, bien sûr, parce que justement en 2019, donc l'estallido social, on entame un nouveau processus constituant qui est très très progressiste sur la première partie du processus, puis un premier rechazo, un second rechazo sur un texte complètement différent. Mais globalement, Gabriel Boric et le Frente Amplio, ils ont été amenés à gouverner sur une espèce de vague, un momentum vraiment du progressisme. 4 ans après, raz-de-marée de l'extrême droite qui avait vraiment une réserve de voix très très impressionnante. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise interprétation? Entre-temps, il y a un vote obligatoire qui est passé. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Bon, il y a plusieurs choses. Je crois que le Chili, c'est un cas qui montre très bien le caractère volatile de l'opinion publique. En 2019, c'était la révolte. C'est une révolte qui a une dimension violente. Mais ça, c'est une révolte qui a aussi une dimension citoyenne très importante. Les 25, je crois que c'est les 25, non, c'est les 15 novembre,
on a appelé à une manifestation pacifique, il a été tout à fait pacifique, tout le monde s'est mobilisé. On dit que c'est la manifestation la plus importante de toute l'histoire chilienne. Il y avait à peu près tout le monde pour faire un certain nombre de demandes essentiellement sociales. Sauf que c'était 1,2 million de personnes. Voilà. Donc ça c'était en 2019. Et on se retrouve en 2025 avec un succès énorme, il faut le reconnaître, de l'extrême droite. Donc ça montre les caractères très fluctuants de l'opinion publique, mais ça montre aussi que quand la conduction politique ça manque, tu as un moment, tu as une période d'effervescence, tu as une période dans laquelle on a l'impression qu'on peut à peu près tout faire. Or, si ça ne marche pas, comme c'est le cas, ça entame de façon presque automatique une phase de recul et qui permet l'essor, la montée de l'extrême droite. Or, il faut dire, et ça c'est quelque chose de tout à fait fondamental pour bien comprendre le processus chilien, qu'on a toute la première partie du processus constitutionnel, c'était un gâchis terrible. On avait l'opportunité de faire une nouvelle constitution très progressiste, ça on ne l'a pas fait. Il y a malheureusement l'Assemblée constituante qui s'est établie, ça a été formé essentiellement par des groupes identitaires qui n'avaient pas une vue globale. Donc ils ont produit un texte qui avait énormément de problèmes. C'était un texte qui insistait beaucoup sur la plurinationalité, par exemple, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens dans des pays où il y a une partie très importante de la population qui est indigène. Ce n'est pas le cas au Chili. Le cas au Chili, c'est à peu près 10%, 12% de la population. Donc, même pour les milieux populaires, cette idée de la plurinationalité, c'est quelque chose qui ne passait pas du tout. Très différent d'un pays comme la Bolivie, par exemple. Bien sûr, je crois que les processus manqués de la première partie du processus constitutionnel, ça a été un gâchis énorme. On avait, à partir de toute la mobilisation, l'effervescence sociale, on avait la possibilité de sortir de la constitution de Pinochet, d'avoir une nouvelle constitution. Or, malheureusement, l'Assemblée constituante charriait de rédiger les textes constitutionnels qui devaient être proposés au pays dans un référendum. C'est un texte qui ne passait pas. C'est un texte qui était très marqué par des revendications qui peuvent être importantes, mais qui sont des revendications que dans l'ensemble, ça ne collait pas. Et puis c'était un texte qui était expansif, non? C'était trop. Voilà, c'était énorme, avec beaucoup de détails, donc avec une dimension, disons, de protection des droits des indigènes, ce qui est très important, mais les indigènes ne sont pas la majorité des pays. Donc ça s'était très mal vu par les milieux populaires. L'histoire de la plurinationalité, par exemple, aussi l'histoire qu'on allait sortir de l'idée d'un pouvoir judiciaire pour aller vers des systèmes de justice. Or, des systèmes de justice dans lesquels les indigènes aussi, ils pouvaient avoir le droit d'avoir, jusqu'à un certain niveau, des tribunaux qui soient indigènes. Donc, ça aussi, ça passait très mal. Je crois que moi, je suis par exemple pour une loi d'avortement général, mais les conditions chiliennes ne permettaient pas de mettre l'avortement général comme un droit constitutionnel. On aurait pu le faire ici en France depuis un très long processus. Au Chili, ça ne l'est pas. Donc, c'était, pour le dire de façon résumée, c'était une espèce de constitution woke. Et bon, ça a été rejeté à 62%. Or, ça a eu un impact terrible sur le gouvernement, parce que le gouvernement, il avait dit dès le début que son projet de réforme profonde, ça allait être possible du fait qu'on allait avoir une nouvelle constitution, ce qui n'a pas été le cas. Donc, je crois que c'est à ce moment-là que
que le gouvernement Boris il a pris un coup, terrible. Un coup terrible. Parce qu'en plus, la fin du processus constituant, il arrive à plus d'1 an, il me semble, de mandat quasiment. Non, c'est 6 mois. 6 mois. Écoute, le gouvernement s'est installé le 11 mars. Oui. Et le référendum, ça a été le 4 septembre. Oui, mais du premier. Du premier, voilà. C'est ça. Voilà. Et après, il y a encore eu le deuxième. Bien sûr. La fin de ce processus très long. C'est vrai que le premier réchasso, c'est le 4 septembre 2023, si je ne m'abuse. En tout cas, il y a quelque chose qui est intéressant comme démonstration de la manipulation de l'opinion publique. Tout le monde parle du premier référendum. On dit que c'est le nouveau clivage de la société chilienne, ça a remplacé l'ancien clivage qui venait du référendum contre Pinochet en 88. Or, mais le deuxième référendum, qui a eu à peu près les mêmes résultats en rejetant la constitution proposée par l'extrême droite, on n'en parle pas. Maintenant, on ne parle que du premier référendum et on dit au point qu'il est devenu les nouveaux clivages de la société chilienne. Et d'ailleurs, c'est lui qu'on nomme rechasso. L'autre, c'est aussi un rechasso, mais on ne l'appelle pas vraiment comme ça. C'est vraiment lui qui a été emblématique. Mais c'est vrai qu'au Chili, particulièrement, on a tendance à aller chercher justement dans ces grands plébiscites des signes, des lectures des nouveaux cycles qui se closent ou qui s'amènent. Cast est élu là, justement, en 2026. Pourquoi maintenant ? Pourquoi lui et pourquoi cette période 2026-2030 ? Pourquoi Cast ? Je crois que il représente l'ordre, il représente la main forte par rapport à une gauche que les gens estiment très faible par rapport à la délinquance. Une gauche que met beaucoup l'accent sur la prévention, mais qui a des faiblesses, ou qui a du mal, en fait, pour avancer tout en étant dans le gouvernement, dans un domaine qui est tout à fait fondamental aussi, que c'est le domaine de la répression de la délinquance. Donc, tu vois que les gens, ils ont l'impression ils n'ont pas tort, que nous, on est plus faible par rapport à la délinquance et qu'on a été aussi très faible et même très naïf par rapport à la migration. Donc, à un moment, je sais pas, au début du gouvernement, on parlait encore du droit à la migration, qu'il fallait régulariser tous les migrants. Or, on a au Chili presque 2 millions de migrants. Ça représente à peu près 10% de la population. Donc, c'est un taux énorme. On a largement dépassé le seuil à partir duquel on pouvait absorber la population migrante dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, surtout dans les régions du Nord, tu as des problèmes avec l'attention de santé, tu as des problèmes avec les écoles, du fait qu'il y a une demande de migrantes qui est énorme. C'est vrai que le discours gouvernemental, qui d'abord était un discours de programme, de parti, a beaucoup changé. Et le gouvernement a beaucoup reculé. Comme tu le dis, Boric a beaucoup gouverné par explication et par réaction aussi. Il a gagné avec des promesses, mais il a gouverné avec des explications. Voilà. Et sur la thématique de la sécurité, on peut observer ça dans le cadre du conflit Mapuche, mais aussi sur cette gestion plus large de la sécurité, des thématiques de migration, macrozone nord, macrozone sud, le gouvernement a beaucoup fait au final. Il me semble que c'est 70 lois sur la sécurité de manière générale. Tout à fait. Il a réinstauré l'état d'urgence dans la macrozone sud. En tout cas, c'est la deuxième partie. C'est la période du gouvernement qui commence après le 4 septembre. En fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait la normalisation du pays. Et je crois que de ce point de vue-là, le gouvernement Boris un certain héritage. C'est une normalisation des problèmes de vie économique, c'est aussi un certain contrôle des frontières, c'est la mise en avant des forces armées pour protéger les frontières. Tout ça s'est fait pendant le gouvernement Boris, après la défaite du 4 septembre. Tout à fait. Et pourtant, c'est un bilan, alors on parle de sécurité, mais plus généralement, qu'il a vraiment, vraiment du mal
à défendre. On regardait tout à l'heure les chiffres, il me semble que c'est 58-59% de la population qui considère que les choses sont désormais pires que ce qu'elles étaient il y a 4 ans. Ce qui n'est pas vrai. Ça, c'est le discours de la droite qui a une influence énorme. Il disait que les pays étaient en train de tomber en morceaux. C'était un peu cette expression-là. Ce qui n'est pas vrai. Il disait que l'économie était en train de tomber en morceaux. C'est pas vrai. C'est vrai que, par contre, il est vrai qu'on n'a pas cru énormément. Oui. C'était une croissance médiocre. Mais c'est quand même un pays qui a une économie complètement en ordre. C'est pas du tout l'Argentine. Nous, on a 3% d'inflation par an. C'est que pour les Argentins, 3 points d'inflation par mois, c'est déjà pas mal. Ouais. Pour nous, c'est 3 points. Donc, c'est une inflation comme un pays développé. On va y avoir une croissance d'à peu près 3%, et peut-être même plus, du fait que les prix du cuivre, qui est le principal produit d'exportation chilien, est très élevé en ce moment. Et on a finalement les comptes publics qui sont à peu près en règle. On a un léger déficit. On a un léger déficit, mais c'est un déficit d'environ 2% par rapport au PIB. Et on a un endettement qui est tout à fait contrôlé. Et de l'autre côté, les homicides, par exemple, tendent à se stopper, les taux d'homicide. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a des délits qui sont beaucoup plus violentes, et il y a aussi tous les médias qui sont très concentrés en montrant tout le temps les problèmes qu'il y a avec les crimes et les homicides. On ne sait pas très bien si ça va changer par rapport à ce gouvernement. Peut-être que les médias ils vont changer, ils n'auront pas tout ce qu'on appelle la chronique rouge, oui, comme point essentiel dans leur programme. Et alors justement, José Antonio Cast a fait une campagne sur très peu de programmes. Il s'est contenté de beaucoup ramener la candidate communiste au gouvernement. Jara c'est Boric et Boric c'est Jara. Tout à fait. Parle-nous un peu justement de ce qui a été proposé et de ce qui est très probable qu'il arrive ces 4 prochaines années. Écoute, je crois qu'il a développé des stratégies du point de vue électoral très intelligentes, en disant les pays est en crise, il faut un gouvernement d'émergence, axé sur 3 domaines. Expulsion des migrants irréguliers, fin de la délinquance, combat à la délinquance. Il parlait de la fin de la délinquance, c'est quelque chose qui va se passer. Et puis, croissance économique. Donc, un programme très cadré, très limité. Je crois que du point de vue économique, il a des conditions favorables pour qu'il y ait une croissance plus importante de celle qu'on a eu pendant le gouvernement Boric. Du fait qu'on a une économie qui est normalisée, on a l'inflation sous contrôle, les prix du cuivre qui augmentent. Bon, je crois que ça va marcher de ce côté-là. Or, il a fait des promesses qui sont complètement intenables. Il ne pourra pas expulser tous les migrants irréguliers et il ne va pas mettre fin à la délinquance. Donc, je crois que dans ce domaine-là, il va y avoir surtout des coûts, comme on dit pour la galerie, des coûts qui peuvent avoir un impact médiatique important, mais que ce ne sera pas grand-chose. On lui a fait les calculs s'il voulait expulser tous les migrants irréguliers. Si on faisait le calcul qu'avec un avion par jour, ça prendrait 3 ans pour envoyer. Et en plus, on ne sait pas très bien où les envoyer. Oui. Pour la plupart, ou une bonne partie sont des Vénézuéliens. Et les Vénézuéliens, jusqu'à maintenant, ils refusent de les accepter. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas marcher, qui va avoir des problèmes, mais peut-être ils vont, je sais pas, avoir des coûts médiatiques qui peuvent être importants. Mais par contre, je crois qu'au niveau des contrôles de la migration, je vois qu'ils vont déployer d'une façon beaucoup plus intense les militaires, de façon à fermer les frontières, et ça va donner l'impression, et ça je vois qu'il joue sur ça, il va donner l'impression que c'est un gouvernement qui essaye, par rapport à un gouvernement plus passif qui est censé être le gouvernement Boric. Ça sur le plan de la migration. Sur le plan de la délinquance, je crois qu'ils vont avoir aussi ils vont faire aussi des coups médiatiques. Je crois qu'il y a tout un sentiment d'impunité. C'est l'histoire je sais pas dire en français, les ports roulants. C'est l'idée que les gens
entre en prison, mais sortent Oui. 2 ou 3 jours après. Donc, on finit avec ça. En espagnol, on dit la puerta giratoria. Oui. Je crois je sais pas, ça, j'ai eu la possibilité d'avoir des débats avec les gens qui vont s'occuper des questions de sécurité au niveau du gouvernement. Et je crois que c'est ce qu'ils vont faire, c'est mettre en prison, je sais pas, 2000, 3000 délinquants de ce type-là, de façon à donner aussi l'idée que c'est un gouvernement qui agit, que c'est un gouvernement qui a une main forte et qu'il est en train de mettre fin à l'impunité. D'accord. C'est ce que je vois. Or, ma crainte, c'est que, comme ils ne pourront pas finir avec la délinquance, ils ne pourront pas expulser tous les migrants irréguliers, je crois qu'ils peuvent essayer à un moment donné une espèce de fuite en avant, d'établir un conflit avec, par exemple, d'essayer de passer des lois très dures au Parlement, qui vont être probablement, vraisemblablement rejetées. Et à ce moment-là, essayer de, par exemple, d'établir une espèce de référendum, quelque chose qui puisse lui donner un nouveau élan et une explication pourquoi il n'a pas pu résoudre tous les problèmes qu'il avait compromis. Tu veux dire qu'il va permettre d'accéder à une situation encore plus exceptionnelle en termes de gouvernance. Voilà, et c'est ça que je crains. Ça, je crois que il peut y avoir au Chili une espèce de nouvelle voie, vers c'est ce qu'on appelle les démocraties illibérales. C'est un peu c'est ce qu'a fait Bukele. Bukele, il n'avait pas le droit de se représenter. Bon, il a forcé la constitution, il a fait un référendum, et finalement il est encore président. Maintenant, il peut se représenter autant qu'il veut. Et je crains que toute caste et l'équipe les noyaux durs du gouvernement. C'est un noyau dur qui a été formé à l'école catholique, à l'université catholique, et dans laquelle il y a quelqu'un, Jaime Guzmán, qui est un sénateur qui a été assassiné, qui était le principal conseiller de Pinochet pendant la dictature. C'était lui le cerveau de la constitution de 1980. Et c'est quelqu'un dont les convictions démocratiques sont plutôt faibles. Donc, moi, j'ai une crainte. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se passer, mais je crois que ça peut être une possibilité. De par cette culture pinochetiste, guzmanienne, je ne sais pas exactement comment la qualifier. José Antonio Cast, on en parlait tout à l'heure, a fait très peu référence à ses convictions culturelles, sociétales, parce qu'il sait que ça ne fonctionne pas forcément au niveau de la société chilienne. Néanmoins, à partir du moment où il est élu, est-ce que tu penses qu'il peut mener à bien des politiques culturelles pour revenir sur certaines choses? Je crois que ça, c'est un point d'interrogation. Il a dit pendant la campagne qu'il n'allait pas toucher aux questions culturelles. Quand on lui demandait, mais vous avez bien une opinion contre la loi d'avortement qui existe au Chili. Alors il a dit, tout le monde sait, et pourquoi vous n'en parlez pas? Alors sa réponse était, gouvernement d'émergence, 3 priorités, migration, délinquance, croissance économique. Ces sujets-là sont importants, tout le monde sait ce que je pense, mais on ne va pas les toucher. Parce que, je crois qu'il avait aussi une raison électorale. L'élection précédente, en 2021, il avait perdu l'élection face à Boris. Et une des explications de sa défaite, c'est une voix massive des femmes contre lui. Du fait qu'il avait dit qu'il allait éliminer, en finir avec le ministère de la Femme, qu'il était contre la loi d'avortement pour 3 causes. Donc, ça a eu un effet électoral très défavorable. Donc, il a pris les leçons, il a dit on ne touche pas. Or, sa base, elle veut la bataille culturelle. Donc, il va y avoir aussi une tension importante entre sa base plus militante et cette définition suivant laquelle on ne touche pas à ce qu'on appelle bataille culturelle. Mais on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, ça commence déjà à avoir des conséquences parce que la candidature de Kaiser, que c'est la candidature, disons, encore plus à droite, qui a fait quand même un 10 ou 1% de voix,
qui a élu, il y a à peu près 8 ou 9 députés, qui sont importantes au niveau des rapports de force à l'Assemblée. Eux, ils ont dit que pour eux, l'essentiel, c'est la bataille culturelle. Alors, lui, il voulait intégrer Kaiser au gouvernement. Et Kaiser, finalement, il a dit qu'il restait dehors. Donc, je crois que Kaiser, il va essayer de faire exactement la même chose qu'a fait Kass par rapport à Piñera. Finalement, il restait en dehors et puis, à un moment donné, il s'est déclaré comme quelqu'un d'opposition. Je crois que Kaiser va faire pareil. D'accord. Et on l'a vu notamment par rapport au cinquantenaire du coup d'État. Il y a un travail actif de la part de quasiment l'ensemble de la droite pour réinterpréter justement le coup d'État et le légitimer par rapport à une mise en chaos de la société chilienne par le gouvernement de Salvador Allende. Que peut être la politique, est-ce que le mandat de Kast peut avoir un impact justement sur la réception de ce récit historique par la société chilienne? Tu dis l'impact au niveau de la société. Oui. Je crois qu'on se trompe si on dit que, bon, Kass, il a fait 58% des voix et donc il y a 58% de la population d'extrême droite. Je crois que ça, c'est pas vrai. Je crois que ça peut changer vite. Ça peut changer vite. Et je crois que les gens, ils ont voté Kast pour voter contre Boric. Il ne se met pas. Je vois que Janet Jara, elle avait deux problèmes. Mais le principal, un des problèmes, c'était d'être communiste. Mais le principal, c'était pas d'être communiste. Le principal, c'est d'avoir été ministre du gouvernement Boris. Donc, c'était cette idée de la continuité. Et là, ça lui a permis à la droite de transformer l'élection dans un référendum sur le gouvernement et contre une candidate qui était la continuité d'une certaine façon. Il ne pouvait pas complètement se séparer de ce qu'elle avait fait comme, au niveau au gouvernement. Et en plus, elle était candidate communiste. Donc, ce qui est important, ce n'est pas quelque chose de tout à fait important pour l'ensemble de la population, mais pour toute une partie qui est plus idéologique, le fait d'être communiste, ça ramenait à Cuba, Venezuela, Nicaragua, bon, ça aidait pas, c'était évident. Mais j'insiste sur le fait que c'était plutôt un rejet du gouvernement. Par exemple, tous les jours même de triomphe de Kass, il n'a pas eu un carnaval. Hein. Il a pas eu... Alors que par contre, quand Boris il a été élu, il a eu une espèce de, on disait, Boris mania, des gens qui sortaient, qui trouvaient que quelque chose de très important était en train de se passer. C'est pas tout à fait le cas, même dans les quartiers riches. Les gens ils sont plutôt réservés parce qu'ils savent que, bon, il a fait une campagne très axée sur la peur, que c'était un vote qui était beaucoup plus contre la continuité de Boris que pour Kast. Et je crois que de la même façon comme il y a eu un retournement très important de l'opinion publique entre 2019 et 2025, il ne va pas y avoir une autre révolte, ça je crois pas. Mais je crois que la déception par rapport à ce gouvernement, c'est quelque chose qui peut se précipiter plutôt vite.